Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, nous allons ensemble commenter l'actualité avec Éric Revel. Bonjour Éric, éditorialiste, bonjour directeur de la chaîne Azur TV. On vous retrouve également dans le Grand Matin Sud Radio pour l'édito éco. Bonjour à vous. Serge Grouard, maire LR d'Orléans. Bonjour, bonjour. Bonjour. Nicolas Corato, président du think tank Place de la République. Bonjour Nicolas. Et Mathieu Cheng, directeur associé à BVA Nudge Unit et cofondateur de Délit d'Opinion. Bonjour à vous également. Bonjour. Mathieu. Merci d'être là ce matin. Alors on va revenir sur la polémique. Y a-t-il lieu d'y avoir polémique sur le choix du rappeur Youssoupha pour interpréter l'hymne des Bleus? Qu'en pensez-vous? La colère des policiers, la pression sur le président de la République, avec cette colère qui à un an de la présidentielle n'est pas forcément de très bon augure pour le président. C'est en tout cas ce que laissait entendre Frédéric Pechnard qui était invité ce matin sur Sud Radio. 67% des Français favorables au maintien du port du masque en extérieur. Et vous, 0826 300 300. Attention, le train va entrer en gare. Petit tour de table de ce qui a retenu votre attention. S'il vous plaît, je vous souhaite la bienvenue à bord du train Intercité de nuit numéro 5773 à destination de Nice vide. Exceptionnellement, ce n'est pas votre chef de bord qui vous parle, mais le Premier ministre. Voilà, Éric Revel, c'était votre coup de cœur, ce train de nuit. Oui, alors c'est mon coup de cœur, c'était pas Jean Castex qui fait cette annonce dans le train. Parce que hier, il a pris le train de Paris pour Nice. C'était la première fois depuis 4 ans qu'un train couchette ralliait Paris à Nice. Alors en 12 heures, il est arrivé à 9h11 ce matin en gare de Nice, où je suis à Nice. Bon, c'est pas nécessairement ça mon coup de cœur. Mon coup de cœur, ce sont les trains de nuit. Il y en a deux déjà qui fonctionnent. Je crois que c'est Paris-Briançon et Paris-Albi, je crois. Il va y en avoir d'autres. Mais mon coup de cœur, c'est enfin, on va peut-être prendre le temps de vivre et le temps de voyager. Vous savez, il y a les réseaux sociaux qui nous font aller d'un bout à l'autre de la Terre en une seconde. Il y a le TGV, il y a tout ça. Et puis, il y a ces trains de nuit qu'on est en train de remettre en place parce qu'on s'aperçoit que l'art de voyager, c'est aussi ça, pour ceux qui ont le temps. D'ailleurs, les jeunes générations considèrent que là où on peut prendre le train, même en prenant son temps, il vaut mieux le prendre parce que ça pollue moins, disent ces nouvelles générations. Donc voilà, coup de cœur pour ces trains de nuit. Moi, je me souviens à une autre époque, quand il n'y a pas de TGV du tout, on partait de la gare d'Austerlitz pour aller à La Rochelle et on prenait le train le soir, on arrivait à 6h du matin à La Rochelle et on avait l'impression qu'on avait passé des planètes entières. Peut-être que ça va redonner un peu de sens à la vie, un peu de beauté, un peu de gentillesse aux gens. Voilà, c'est mon coup de cœur pour les trains de nuit. On prend le temps de vivre. Oui, alors j'avais fait l'annonce puisque le passager Castex a pris le micro hier pour annoncer, pour dire qu'il était pour ouvrir cette ligne. En plus, elle sera pas très chère. J'ai lu ce matin que ce serait 39 €. Ça me paraît. Alors 39 € les couchettes première classe, c'est même moins cher en seconde classe. Valérie, c'est 29 €. Et si vous prenez un siège inclinable Paris-Nice 12 heures, c'est 19 €. Là, pas cher. Un commentaire les uns et les autres. Est-ce que vous vous réjouissez de la réouverture de ce train de nuit, Serge Grouard, pour aller à Orléans? Il n'y a peut-être pas besoin de train de nuit. Non, nous c'est un peu court. On va être réveillé en plein milieu du sommeil là. Mais c'est vrai ce que dit Éric Revel, c'est toute une ambiance. J'allais dire c'est toute une poésie. Ça fait rêver parce que c'est l'idée du voyage, c'est l'idée de l'aventure. On a peut-être tous des souvenirs. Moi, j'en ai quelques-uns. J'ai toujours rêvé de voyager dans l'Orient Express, mais je crois que ça coûte un peu cher. C'est très cher, effectivement. Mais au-delà de ça, le train de nuit pour Venise, je ne l'ai pas fait, mais il paraît que l'arrivée dans Venise est absolument magnifique. Mais c'est vrai que l'Orient Express, oui, ça reste un grand mythe. Mais on peut faire Paris-Nice. Mathieu Cheng. Oui, alors j'ai un petit commentaire. Effectivement, je trouve que la dimension poétique est extrêmement intéressante et que ça donne une petite lueur d'espoir, notamment dans cette période de déconfinement avec toute la poésie qui est associée. Le signal le plus important, je trouve, c'est à nouveau de vouloir investir dans le train et peut-être de considérer que le train et la SNCF font partie de biens inaliénables qui ne doivent pas être soumis à l'économie de marché.
Et là, il y a un revirement qui, je pense, peut être assez intéressant. On se souvient du rapport Spinetta il y a quelques années qui pointait du doigt les petites lignes. Le vrai enjeu, la question qui se pose, c'est de savoir est-ce qu'on accepte que la SNCF soit déficitaire, qu'elle ne regarde pas les investissements dans une logique uniquement marchande, mais qu'elle considère que c'est un bien qui doit être accessible à chacun. Et donc, derrière le Paris-Nice ou les trains de nuit, il y a la question des petites lignes et du maintien des petites lignes. Est-ce que les investissements qui ont été décidés, notamment dans le cadre du plan de relance, avec 5 milliards qui sont normalement actés à la fois pour les TGV et à la fois pour les petites lignes, je pense d'ailleurs que les deux ne s'opposent pas, vont répondre à un besoin très fort de la part de toute une France qui n'est pas au cœur des métropoles. Si je peux me permettre, la SNCF, elle a toujours et depuis longtemps investi dans le train, mais c'était plutôt le TGV. Oui. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, au-delà du rapprochement entre Réseau Ferré de France et la SNCF, ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est le développement, alors pas seulement des lignes de nuit, mais des petites lignes. Vous voyez, dans la région où je me trouve, pendant les grandes inondations du mois d'octobre, qui ont été terribles, qui ont fait plus d'une dizaine de morts, il y a cette petite ligne de train que tout le monde avait oublié, qui relie les villages de Tende et autres dans la vallée de la Roya, qui était une des vallées meurtries par ces inondations dans le haut pays niçois. Et ben, ce petit train-là, petit mais majeur, ça a été le seul lien de vie pour acheminer des marchandises. C'était un train, une petite ligne. Et je trouve que c'est tombé à point nommé au moment où la SNCF réfléchit avec le gouvernement sur il ne faut pas abandonner ces petites lignes, au contraire. Oui, enfin, ce n'est pas ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Je vois les lignes Paris-Vierzon, Paris-Clermont-Ferrand, ce sont des lignes où il y avait plusieurs trains par jour. Aujourd'hui, c'est vraiment des voies qui sont complètement abandonnées. Il y a un changement. Il faut espérer. La présidence entre Guillaume Pepy et Jean-Pierre Farandou a coïncidé aussi avec une nouvelle stratégie gouvernementale mise en place depuis Jean-Pierre Farandou vers plus de petites lignes, parce qu'on s'est aperçu aussi qu'avec le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, cette France périphérique qu'on a montré du doigt, elle était isolée y compris en moyens de transport de qualité, les fameux intercités ou autres. Mais bon, j'arrête là parce que je pourrais... Nicolas Corato. Oui, moi j'aime beaucoup cette poésie d'Éric Revel des dépôts minés. Je trouve ça très bien. On a tous de très bons souvenirs en train de nuit. Nos auditeurs aussi. Donc voilà, j'imagine qu'on va pas les partager, mais on s'en souvient. Il faut rajouter que c'est aussi très écologique le train de nuit, mais pas que le train de nuit. Que cet éloge de la lenteur, effectivement, c'est peut-être ce qui va définir la vie qu'on va mener dans quelques temps, quand on l'espère, la pandémie sera derrière nous. Mais on aura peut-être un nouveau rapport au temps, il faut l'espérer. En tout cas, il faut prendre ce temps-là. Peut-être un mot sur les investissements. Moi, je me réjouis que la France est aujourd'hui, ou se dise qu'elle a les moyens de faire les deux, c'est-à-dire de relancer la ligne LGV entre Bordeaux et Toulouse, et en même temps de réhabiliter les trains de nuit ou les petites lignes. Je ne sais pas combien de temps ça va durer et quels seront les arbitrages futurs, mais effectivement, aujourd'hui, on a un plan de relance qui était très focalisé sur les petites lignes ou les moyennes lignes, et puis des annonces gouvernementales sur quelques LGV. Donc, on voit qu'en tout cas, la vie du rail est redevenue peut-être au centre de la vie des Français. Ou de leur Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un tout petit instant. Et vous pouvez peut-être, Mathieu, on vous a interrompu si vous voulez rajouter quelque chose. On se retrouve dans un instant, c'est l'heure du journal. À tout de suite. Bienvenue dans le 10h midi. Si vous nous rejoignez, nous débattons aujourd'hui avec Éric Revel, éditorialiste, directeur de la chaîne Azur TV. On vous retrouve, Éric, tous les matins pour l'édito écho dans le Grand Matin Sud Radio. Serge Grouard, maire LR d'Orléans. Nicolas Corato, président du think tank Place de la République. Mathieu Cheng, directeur associé de BVA Nudge Unique et cofondateur du site Délit d'Opinion. On va revenir sur le choix du rappeur Youssoupha qui fait réagir entre autres le Front National, le Rassemblement National. Est-ce que c'est un bon choix? La colère des policiers qui ne retombe pas après la manif, et puis 67% des Français qui seraient favorables au maintien du port du masque en extérieur. 0826 300 300 si vous voulez réagir. Quelques mots sur le train de nuit, parce que je vois des réactions sur Twitter. Guy nous dit oui, les draps dans les couchettes sont toujours grattes énormément. Il y a notre confrère Jérôme Colombin qui lui disait le train de nuit, c'est quand même mal dormir dans la promiscuité avec des gens qu'on connaît pas, arriver
arriver tout chiffonné, pas lavé, je ne comprends pas bien l'émerveillement. Et un autre dit dormir avec des inconnus qui ronflent et puent des pieds, c'est un peu comme le service militaire en moins long. Alors c'est vrai qu'il y a une sorte de romantisme. Moi, j'ai jamais pu dormir dans les trains de nuit que j'ai pris, donc je voulais remettre un petit peu, donner un autre son de cloche. Mais c'est vrai que bon, on peut rajouter, Valérie, un tweet que je regardais qui m'a beaucoup fait rire, qui nous renvoie à une autre dimension aussi, qui dit la Chine, c'est maintenant, on part de la Terre et on va à la Lune. Les USA, ils partent de la Terre, ils vont à Mars, et nous, on part de Paris, on arrive à Nice. Voilà, et notre confrère aussi, Jérôme Godefroy, qui dit le Premier ministre jouant au contrôleur à bord d'un tortillard Paris-Nice qui roulera 12 heures de nuit pour arriver à destination. J'ai l'impression de revenir dans la France de Pompidou. Au secours. Oui, mais c'était une France dans laquelle on aimait vivre, sans doute. Oui, absolument. Mathieu, oui, Éric Revel vous a interrompu. Pardon. Plus précisément. Vous vouliez rajouter quelque chose sur ces trains? Non, juste pour reboucler sur Éric Revel. On vous entend mal, Mathieu. On a un problème de liaison. Peut-être revenir quand même sur la com. C'est de la com de nous balancer cette vidéo aussi du Premier ministre qui commande qui est au micro et qui souhaite la bienvenue dans le train. Vous pensez que c'est bien? Ça vous a fait rire? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Jean Castex qui se met en scène. Nicolas? Le problème, c'est que Jean Castex, depuis quelques mois, il nous fait rire ou pleurer. Voilà. Selon les cas. Donc, je pense que c'est anecdotique. Je pense qu'on ne sait plus quoi inventer pour faire des images. Voilà. Tout ça ne dit pas grand-chose. Je pense que c'est pas très grave. Mais moi, je retiens juste une chose qui me choque quand même un peu ces derniers temps dans la communication du gouvernement. C'est ce côté ludique, qu'il revendique d'ailleurs. Cette idée que, c'est un peu la fête, embrassons-nous Folleville. Je pense que la France vit quand même des moments tragiques. La France est en deuil dans beaucoup de familles. Nos hôpitaux sont encore sous l'eau et nos soignants débordés. Et je trouve que ces images pas de joie, mais vous voyez, c'est le temps de s'amuser. En fait, notre projet de société, c'est d'aller boire des bières en terrasse. Je pense qu'il y a quelque chose d'un peu faux là-dedans. Et je pense que ça ne correspond pas nécessairement à l'état d'âme d'une grande partie de la population française. On a tous envie de s'amuser, on a tous envie de faire la fête, mais on ressent quand même au plus profond de nous la gravité des instants. Et je pense qu'il y a un moment où nos dirigeants aussi devraient s'en inspirer. Oui. C'est une logique de communication, on le voit bien effectivement, et donc j'imagine les conseillers en communication disant Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, il faut maintenant sortir de cette séquence terrible du Covid, donc il faut donner des signes, il faut préparer la suite, il faut montrer la suite. Donc on voit le président, le Premier ministre à une terrasse de café en train de boire un petit verre, le Premier ministre qui fait une petite tournée en train. Effectivement, il y a un côté qui est décalé par rapport à la réalité, oui. Et surtout, ce qu'il y a, c'est que derrière tout cela, il y a de l'accompagnement des situations, des événements, plus ou moins, mais il n'y a aucune projection dans l'avenir, il n'y a pas de projet derrière tout cela. Et je crois que c'est ce que ressentent beaucoup de Français qui se disent aujourd'hui, mais où va-t-on et qu'est-ce qui nous est proposé? Voilà, on est dans de la gestion au coup par coup, au quotidien, dans l'immédiat, sans aucune projection dans l'avenir. Bon, on va continuer. Moi, je crois qu'il faut, il faut bien sûr cette projection dans l'avenir. Oui. Mathieu, Cheng, on vous a retrouvé? Oui, ce qui est vrai, c'est que cette projection dans l'avenir, en réalité, elle va être extrêmement dure à obtenir avant que nous ayons une certitude que la séquence de vaccination soit finie. Donc aujourd'hui, il y a une parenthèse qui est une parenthèse enchantée, que les gens vont vouloir revivre avec une forme de carpe diem, et la rentrée dans l'atmosphère va avoir lieu en septembre. Une inquiétude notamment sur le front de l'emploi, mais qui va intervenir au moment où les aides vont s'estomper. Et je pense que le moment de vérité pour chacun, il va être à partir de septembre. Juillet, août, a priori, risque vraiment d'être un carpe diem positif. Enfin, je dis le risque, une opportunité pour vivre une forme d'insouciance généralisée. Alors, Serge Grouard, peut-être un mot avant votre coup de gueule. Ça en est où l'histoire de France 3 et de Jeanne d'Arc et de votre film? Il y a eu des suites ou pas? On rappelle que vous avez financé, la ville d'Orléans avait financé un documentaire sur Jeanne d'Arc que France 3 a refusé de diffuser parce que le commentaire dit par Charlotte Dornelas, journaliste à Valeurs Actuelles. Qu'est-ce que ça a donné? Je voulais savoir la suite.
Ça a donné que France 3 a maintenu son refus, que nous, moi je ne cède pas à ce genre de choses, donc nous avons tourné le film, nous l'avons diffusé sur nos réseaux, il a été d'ailleurs beaucoup regardé. Moi j'ai eu beaucoup de retours de gens qui ont dit il est beau ce film, ça fait plaisir, ça fait du bien. Il n'y avait absolument rien de politique. Je rappelle que Charlotte Dornelas avait figuré Jeanne d'Arc en 2002 et que nous avions fait appel à 2 autres anciennes Jeanne d'Arc, si je puis dire, pour être les voix off de ce film. Ouais. Mais il n'y a pas eu d'excuses, il n'y a pas eu de retour. Non, il n'y a pas eu de retour de France 3. Non, il n'y a malheureusement rien eu parce qu'on aurait pu tout simplement s'en expliquer. On aurait pu trouver une issue, mais malheureusement, non, il n'y a eu aucun retour. Allez, votre coup de gueule concerne la désindustrialisation de la France. Oui, c'est un vrai coup de gueule parce que vraiment, il y en a marre de ce mauvais feuilleton avec un nouvel épisode, là, puisque c'est le tour du groupe Lafarge qui vient de passer en Suisse. Vous savez, il y avait une fusion en 2015 entre Lafarge et le groupe Holcim. On nous avait vanté les mérites de la fusion pour faire un plus grand groupe. Enfin, tout ce qu'on entend en permanence, vive la France, tout allait bien. Et puis en 2018, c'est passé assez inaperçu, le siège de Lafarge à Paris a été fermé. Et puis maintenant, nouvel épisode, le siège, il est porté en Suisse. Et donc, les actionnaires du groupe viennent de décider cela. Donc, c'est un fleuron français de plus qui passe à l'étranger. Alors, si ce n'était qu'un, mais il y a une suite que je trouve assez dramatique. J'en donne quelques exemples, parce qu'il faut les rappeler quand même. Péchinet en 2003, qui a été avalé par Alcan. Arcelor, qui a été absorbé en 2006 par Mittal. Alcatel, c'était un des plus beaux fleurons français qui est dans l'escarciel de Nokia en 2015. Les chantiers de l'Atlantique, on va voir ce que ça donnait, on connaît le feuilleton. Alstom, qui a été coupé en 2 au profit de General Electric. Ouais. On a une filiale de PSA, Jeffco, qui est passée aux Russes. Non, mais la liste est longue, mais elle est terrible. Ça veut dire quoi, encore une fois, des paroles et des actes. C'est encore du en même temps, on annonce des relocalisations. Et c'est pire que cela. C'est pire que cela parce qu'on ne fait qu'annoncer, mais derrière cela, moi, ce que je veux dire, c'est que pour moi, nous sommes les idiots utiles du village planétaire. Parce que nous avons derrière cela une conception que nous sommes les seuls à avoir éventuellement à partager avec la Commission européenne, d'une sorte d'ultralibéralisme dans le monde, alors que les autres États sont dans des logiques de rapport de force, bon sang. Ouais. Et nous, on est les crétins là-dessus et on sait tout. Donc maintenant, moi, je pense qu'il y en a vraiment marre et qu'il faut refonder une politique industrielle, mais pas seulement. Une politique économique, une politique commerciale, une politique monétaire. Et là, ça renvoie à la dimension européenne qui, malheureusement, est totalement absente. Et puis, je me permets d'intégrer dans mon propos nos amis agriculteurs parce qu'ils souffrent exactement de la même problématique. Oui, la même chose. Voilà. Alors, il va falloir qu'on reprend tout ça, quoi, un moment ou un autre. On arrête de laisser Vous avez raison d'alerter. Alors, on a pris un peu de temps sur ces premiers coups de gueule, mais on va continuer parce qu'ils sont très intéressants ce matin et qu'ils sont dans l'actualité, que ça nous permet aussi d'ouvrir des fenêtres sur d'autres sujets. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi avec Éric Revel, Serge Grouard, Nicolas Corato et Mathieu Chaigne. Alors Nicolas, vous, c'est un coup de cœur. Oui, une fois n'est pas coutume, un coup de cœur pour la politique de vaccination. Oui. On en a dit beaucoup de mal, et moi le premier, donc je pense qu'il faut aussi reconnaître les choses quand elles marchent. Depuis quelques jours, on est à plus de 500 000 injections par jour, partout en France. On a l'impression que tout un pays s'est mobilisé avec des chaos, avec peut-être des polémiques et des débats, mais aujourd'hui des collectivités locales jusqu'à l'État, on a l'impression que les vaccins arrivent, qu'ils sont servis. Moi, je note aussi le succès finalement de la vaccination auprès de la population. Dans le Parisien ce matin, il y avait un chiffre qui était intéressant qui disait que alors que la vaccination ne l'aurait pas encore complètement ouverte, elle le sera à partir du 31 mai, les moins de 40 ans représentent déjà 30% des injections quotidiennes. C'est-à-dire que dans ce pays, y compris les jeunes, pour des raisons qui leur appartiennent et que je commande pas mais que je partage, ont envie de se faire vacciner. Donc je pense qu'on peut se réjouir aujourd'hui d'être dans les objectifs qui avaient été fixés par le gouvernement, pas pour faire plaisir au gouvernement, mais parce que c'est, je pense, une bonne nouvelle pour la nation, c'est une bonne nouvelle pour le pays,
Et moi, je me réjouis qu'on arrive collectivement. Moi, j'étais très déprimé, comme beaucoup d'entre nous, de voir en janvier qu'on décollait pas, qu'on stagnait, qu'on n'y arrivait pas, qu'on était encore une fois à la traîne, ce sentiment de déclassement. Il faut dire quand les choses fonctionnent. Et là, pour le coup, elles fonctionnent. Avec beaucoup d'efforts de beaucoup de gens. Mais ça fonctionne et il faut le reconnaître, il faut s'en féliciter et surtout appeler tout le monde à participer à cette campagne de vaccination, à se vacciner, parce que c'est aussi un acte citoyen. Oui, allez-y Serge Broy. Sur le propos, effectivement, parce que la vaccination avance et heureusement. Mais pourquoi est-ce que cela fonctionne et fonctionne correctement ? Je veux le dire parce que moi je le vois tous les jours, le dispositif, parce que les maires de France ont pris en charge la campagne de vaccination. C'est ça la réalité. Je ne dis pas que les maires sont les seuls à le faire. Il y a d'autres acteurs, il faut les en remercier, les saluer. Les pompiers, les militaires aussi qui participent à mettre en œuvre un certain nombre de centres de vaccination. La sécurité sociale, monsieur le maire, l'État aussi quand même fonctionne aussi. Mais je suis au regret de dire que l'État, au sens de l'administration centrale et de l'État-gouvernement, je les ai très peu vus dans cette vaccination. Moi, je vois sur Orléans, nous mettons tout en charge. Nous prenons tout en charge, y compris le financement du centre de vaccination. Les personnels sont bien sûr des personnels soignants et des personnels de la mairie d'Orléans et d'autres mairies ailleurs. Donc voilà, c'est nous qui faisons tout. Ce qui m'agace un tout petit peu, là, c'est d'entendre le gouvernement et le président de la République pérorer en permanence en disant « nous avons atteint les chiffres que nous avions fixés ». Si nous n'étions pas là, et il n'aurait rien atteint du tout. Voilà, donc un peu de modestie et un petit peu de recul et je dirais de bienséance là-dedans. Et moi, je remercie tous les acteurs de terrain, vraiment. C'est vrai qu'on ne va pas caricaturer, mais il y a un peu la France d'en haut et la France d'en bas. Il y a la France d'en haut qui donne les conseils, qui fixe des objectifs, et voilà. Et puis, il y a la France d'en bas qui est au charbon tous les jours. C'est celle-là que moi, je remercie. Alors, Mathieu Cheng, peut-être voir l'évolution de l'opinion aussi. Plus de 20% des Français ne souhaitent pas se faire vacciner. C'est pas beaucoup. Le nombre de Français voulant se faire vacciner a bondi de 16 points à plus de 65%. Il y a aussi un changement dans l'appréciation. Moi, je vois autour de moi, il y avait des gens qui voulaient pas se faire vacciner, qui avaient peur, qui attendaient et qui maintenant n'ont qu'une envie, c'est de se faire vacciner. Mathieu Cheng. Oui, parce qu'il y a eu en réalité un premier mouvement qui était au mois de décembre-janvier, qui était un fort mouvement attentiste, avec, je crois, une erreur d'appréciation de la part du gouvernement qui s'est trop focalisé sur les anti-vaccins, qui en réalité représentaient une minorité. Et dans les anti-vaccins, il y avait ceux qui ne souhaitent pas être vaccinés pour des questions quasiment idéologiques, et puis il y avait toute une frange qui était en fait en réalité attentiste parce que elle attendait d'avoir un petit peu de recul. Ce qui a le mieux fonctionné, en réalité, on s'en aperçoit, c'est la mobilisation par ce qu'on appelle la norme sociale. C'est ma femme, c'est mes amis, c'est des copains qui se font vacciner et puis qui m'expliquent qu'ils n'ont pas eu d'effets secondaires et que tout s'est bien passé pour eux, que la prise en charge a été bonne. Et au fait, dans la mobilisation de ce, j'ai envie de dire, ventre mou qui avait des doutes, c'est surtout ce levier-là, le levier de l'environnement très proche qui a joué très favorablement pour mobiliser. Deuxième élément qui aussi a joué, c'est bien sûr celui d'espérer de retrouver une vie normale. Et à cet égard, je pense que, je ne sais pas si vous avez vu la campagne de communication qui a été poussée par le gouvernement, elle est extrêmement juste. Cette campagne de communication, elle relie l'injection avec un bénéfice futur, notamment celui de retrouver ses proches, de retrouver ses petits-enfants. Et c'est dans cette attente-là, dans cette espérance-là de retrouver une vie d'avant, que le mouvement de vaccination, finalement, trouve ses ressorts les plus puissants. Éric Revel. Oui, écoutez, ça suit son cours, tranquillement. À la française, on a commencé par se plaindre, voilà. Tout est dit. Moi, je souligne quand même une chose, et là, je suis 100% d'accord avec notre ami le maire d'Orléans, c'est que sans les élus locaux, la vaccination n'aurait pas accéléré. Et on n'entendrait pas le gouvernement se réjouir des succès des autres, en réalité. Donc ça, c'est tout à fait juste. Et puis, pardon, mais quand Nicolas dit c'est formidable, moi qui étais inquiet, un peu déprimé, je m'aperçois que finalement ça accélère. Enfin, zut, c'est quand même la moindre des choses que d'avoir un État avec les ARS, avec
tous les cadeaux administratifs que porte ce pays et qu'on finance, c'est quand même la moindre des choses d'avoir un système de santé qu'on nous expliquait être le meilleur du monde, qui rattrape ses lenteurs. Enfin, voilà. Oui, mais on rattrape maintenant. Bon, ben voilà. Puis espérons qu'on n'en parlera plus d'ici 5 mois, 6 mois, quoi. Allez, Mathieu Cheng, c'est un sujet que je voulais éventuellement aussi évoquer. Un coup de gueule. Allez-y. Oui, c'est un coup de gueule et c'est aussi un appel pour que l'année électorale qui vienne ne soit pas celle des éléments de langage des différents partis. Le dernier élément de langage qu'on a depuis trop longtemps, c'est de présenter la République en marche comme le rempart au Rassemblement national. La question qui se pose, c'est est-ce que dans les faits, c'est en train de se confirmer ou pas ? Et élection après élection, on a le sentiment que cet élément de langage-là, il est totalement factice et un peu trop repris d'ailleurs en boucle par les médias, je trouve. On regarde l'élection européenne. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le Front National, le Rassemblement National, devient le premier parti de France avec 23,5% des voix. Plus 500 000 voix. C'est exceptionnel par rapport à 2014. Maintenant, si on regarde les élections régionales, qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'on voit de façon très objective que le vrai rempart aujourd'hui, l'alternative au Rassemblement national, ce sont les Républicains. Alors, au-delà des querelles qu'il y a dans le parti, au niveau national, les Républicains font 24% contre, en réalité, uniquement 21% pour le Front National, Rassemblement National, et 15% pour la République En Marche. Donc, on s'aperçoit en réalité que et on pourrait dire aussi la même chose pour les élections présidentielles, il y a aujourd'hui un devoir que nous avons à ne pas acheter les éléments de langage des différents partis pour des raisons électorales et nous dire est-ce que nous avons peut-être des débats de fond à mener sur ces élections régionales et sur les élections présidentielles qui vont venir. Il y a plein de débats sur la place de l'État. Il y a un débat également à mener sur la question de la santé, sur la question des territoires. Et je pense que ça vaut mieux que d'acheter des éléments de langage d'une guerre factice d'une République En Marche contre le Front National qui serait la seule alternative. Oui, quand on voit, il y a un sondage IFOP fiducial qui paraît aujourd'hui, la liste menée sur les Hauts-de-France, menée par Éric Dupond-Moretti fait 10% au premier tour, 12% au second. Je veux dire, Valérie, ce sondage, il est super intéressant. Oui, je veux dire, je le trouve très intéressant ce sondage parce que on a bien vu que la République En Marche a délégué un certain nombre de ministres sur place, non pas pour faire obstacle au Rassemblement national, mais pour évidemment affaiblir considérablement Xavier Bertrand. Or, ce qui est en train de se passer est exactement le contraire. C'est-à-dire que dans le sondage dont vous parlez, fiducial, sur les Hauts-de-France, on s'aperçoit que seul contre tous, Xavier Bertrand est en train de l'emporter et au premier tour dans le sondage et au second tour. Ce qui devait être un affaiblissement programmé de Xavier Bertrand va peut-être se transformer pour lui en une sorte de tremplin, parce que si seul contre tous, il s'en sort, alors il sera armé pour la suite. Et la République En Marche, qui a fait un espèce de calcul politico-machiavélico-mitterrandien, va peut-être se le reprendre en pleine figure, parce qu'en fait, ils auront servi à propulser Bertrand, s'il s'en sort, seul contre tous, contre Dupond-Moretti, contre Darmanin, contre le Rassemblement national. Et c'est peut-être ce qui va être sa primaire à lui, Bertrand, c'est ce succès, en tout cas que les sondages lui prédisent, dans les Hauts-de-France. Donc c'est très intéressant ce qui se passe, et peut-être que le face-à-face dont on parle depuis des mois et des mois, qui ferait très plaisir à Emmanuel Macron, c'est d'affronter Marine Le Pen au second tour. Ça se trouve, il n'aura pas lieu. D'abord parce que les Français, ils réservent toujours les surprises, mais peut-être parce que Bertrand va trouver là une sorte de trampoline qui va l'éjecter ailleurs. Oui, mais en tout cas, ce que Mathieu Cheng évoque, c'est effectivement ce mythe de la République En Marche contre le Rassemblement national. En tout cas, ça ne fonctionne pas. Oui, Nicolas. Le président de la République réfléchit à créer un nouveau parti, apparemment. Hein. Oui. Mais Nicolas Valérie, moi j'ai une petite nuance par rapport à ce que dit Mathieu. J'entends en plus, ça correspond complètement à la manière dont on peut voir les rapports de force politique. Mais dans la stratégie, c'est pas la République En Marche qui est censée faire barrage au Front National, c'est Emmanuel Macron. C'est-à-dire que le schéma, c'est pas un parti contre un parti, c'est un homme contre le Rassemblement national, un homme contre Marine Le Pen. Et c'est bien ça la stratégie, qui pour moi est une impasse, qu'a choisi le président de la République. La difficulté, je rejoins sur ce que vient de dire Éric Revel sur ce qui se passe dans les Hauts-de-France, c'est que si parallèlement,
on voit qu'il y a de nouveaux champions contre le Rassemblement national qui émergent. Typiquement Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France. Et qu'on commence à douter très sérieusement de la capacité d'Emmanuel Macron, pas de La République En Marche, mais d'Emmanuel Macron, de gagner au second tour contre Marine Le Pen, alors il y aura une forte pression sur la candidature même d'Emmanuel Macron. Et je crois qu'aujourd'hui, le vrai sujet, c'est ça. C'est le doute qui s'installe sur la capacité d'Emmanuel Macron à rassembler la majorité des électeurs contre Marine Le Pen au second tour et l'émergence de nouveaux champions locaux qui peut-être vont émerger avec les élections régionales. Et moi, pour moi, l'élément de langage, c'est pas tant La République En Marche contre le Rassemblement national, c'est un homme, un seul, Emmanuel Macron, qui a donné ses initiales à un parti, contre Marine Le Pen. Allez, on s'interrompt une toute petite seconde pour quelques petites secondes, poignées de secondes pour une page de pub et on se retrouve tout de suite après. On va parler de l'hymne des Bleus interprété par Youssoupha, le rappeur Youssoupha. Qu'en pensez-vous? À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi avec Serge Grouard, Éric Revel, Nicolas Coraciotto, et Mathieu Schenk. Décidément, à chaque fois, j'écorche votre nom. Mais vous Nicolas, avez du mal ce matin, Valérie. Mais il faut qu'on aille à Nice en train de nuit. Voilà, en train de nuit. On va arriver, on va être complètement rétabli. Vous apporterez les croissants, alors on arrive. Très bien. Il y aura des gens pour porter les valises aussi. Hein. Ah bah voilà, venez. Jus d'orange pour ceux qui aiment. Il y a beaucoup d'orange et de citron ici. Hein. Mais je pense que le Premier ministre avait réservé tout le wagon parce que j'ai vu l'arrivée ce matin à la télévision. Il y avait un palanquet d'hommes d'ailleurs derrière lui en costume, cravate et tout, garde du corps, qui portaient des sacs et tout. Donc je pense qu'il n'était pas tout seul. Alors comment va-t-il repartir? Certains ont posé la question. Est-ce qu'il y a un avion qui est parti de Villacoublay pour aller le récupérer? Sans doute. Youssoupha et l'hymne des Bleus, écrit mon nom en bleu, à peine sorti, et déjà la polémique. Je vous propose d'écouter un extrait de cet hymne de l'équipe de France. Crie mon nom en bleu, crie mon nom en bleu. Note-le, crie mon nom en bleu. À l'attaque, jamais plié. Même si elles sont loin, on entend nos foules crier. Bien sûr qu'il faut prier. L'histoire est superbe, mais c'est pas la guerre des étoiles. On est bien sur terre, unis, bénis ou punis. Faites vivre les rêves, qu'on s'élève, qu'on soit unis. Voilà. Donc il est en ligne avec un clip que je trouve assez triste. Après, il est très gris, très très bleu et gris, mais bon, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est évidemment l'interprète Youssoupha, le numéro 2 du Rassemblement national, Jordan Bardella, qui a estimé que choisir ce rappeur pour l'hymne des Bleus à l'Euro, c'était céder à une partie racaille de la France. Il reproche des paroles extrêmement violentes dans des chansons anciennes, notamment à l'encontre de Marine Le Pen. Je cite, dans ce rêve où ma semence de nègre fout en cloque cette chienne de Marine Le Pen. Il y avait également eu une plainte d'Éric Zemmour, puisqu'il avait attaqué et menacé dans ses paroles de mort Éric Zemmour. Je mets un billet sur la tête de celui qui fera taire ce con d'Éric Zemmour. Il y a eu un procès, il a été relaxé. Qu'en pensez-vous les uns et les autres? Nicolas, on commence avec vous. Merci de me donner la primeur sur ce sujet que j'adore. Oui. Alors, moi, j'étais un peu en colère quand j'ai vu le sujet arriver ce matin parce que je me suis dit, voilà, Bardella parle hier soir, alors il faut qu'on en parle ce matin. Mais bon, après tout, c'est un sujet très intéressant. Et donc, moi, j'ai enquêté, Valérie, parce que je fais les choses très sérieusement. Parce que je ne connaissais pas Youssoupha. Moi non plus. Et moi, j'ai des ados à la maison qui sont fans de rap, mais vraiment fans de rap. Et je leur ai demandé s'ils connaissaient Youssoupha. La réponse, c'est non. Parce qu'en fait, je crois que Youssoupha est un vieux rappeur. Première chose, c'est un vieux rappeur et dans le rap, être vieux, c'est déjà un handicap. Donc, je pense que Youssoupha, vous savez, c'est quand même un peu comme Johnny Hallyday en 2002, c'est-à-dire on a fait venir un vieux rocker pour soutenir les Bleus, et 20 ans plus tard, on fait venir un vieux rappeur pour soutenir les Bleus. Première chose. Deuxièmement, quand même, la liberté d'expression. Youssoupha, moi j'ai regardé un peu, a été poursuivi par Éric Zemmour, a perdu en première instance et Éric Zemmour a été débouté en appel. A gagné en première instance, de ce que j'ai lu. Youssoupha a gagné, il a été débouté. Non, Youssoupha a été condamné en première instance et a fait appel et a gagné en appel. Pardon, c'était pas très clair. C'était pas clair. Donc je dirais que la justice a parlé sur ce sujet et que moi, je ne vais pas défendre Monsieur Youssoupha, dont je ne connais pas la discographie et l'idéologie et la manière. Mais je pense que on peut pas avoir un discours ambigu sur la liberté d'expression dans ce pays à partir du moment où on reste dans les notions d'ordre public et de droit.
la liberté d'expression, elle vaut pour tous. Et je pense que c'est très intéressant de voir que le Rassemblement national, alors que je pense qu'il y a plein d'autres sujets en France à gérer aujourd'hui, fiche ses expressions sur les attaques contre les artistes. Alors, moi, je suis pas sûr que M. Youssoupha soit un très grand artiste. C'est pas d'ailleurs à moi de le juger. Mais je trouve toujours très dangereux qu'un parti politique s'en prenne à des artistes. La licence poétique, la licence d'expression orale, elle a toujours existé, toujours reconnue. Souvenez-vous. Enfin, je suis d'accord avec vous, sauf que de Renaud qui explique qu'il va uriner sur Madame Thatcher. Oui. Voilà. Ma semence de nègre fout en cloque cette chienne de Marine Le Pen. On n'a pas entendu beaucoup de féministes. C'est ce qui s'appelle la licence poétique qui fait comme ça. Je ne partage pas. Il y a un deux poids, deux mesures. Non, mais il y a un deux poids, deux mesures. Imaginez l'inverse. Attendez, Valérie, à titre personnel, je ne partage pas ces images et cette manière de parler, de s'adresser, mais en France, nous sommes un pays où on a le droit d'éditer les pamphlets de Louis-Ferdinand Céline et on a le droit de laisser Youssoupha faire des disques. D'une certaine manière, moi je m'en réjouis et je pense que c'est là-dessus qu'on doit travailler et parler. Et quand j'entends Monsieur Bardella qui voue gémonie, un artiste peut-être moyen avec des expressions qu'on peut condamner, que la morale peut condamner, mais on n'est pas dans un ordre moral. On vit en République, on vit dans un état de droit. La question qui est posée, c'est le symbole de ce chanteur qui ne fait pas que, il n'y a pas que le Rassemblement national qui, je rappelle, a fait près de la moitié des votes aux dernières élections. Je comprends que c'est un rappeur qui a eu une très grande carrière, qui a chanté avec des gens comme Eminem, comme 50 Cent, qui sont des références du rap mondial. Voilà, moi c'est pas ma cam comme on dirait chez lui, mais je respecte en tout cas sa capacité d'expression et je condamne toute attaque contre les artistes. Quand on commence à s'en prendre aux artistes, quel qu'il soit, aussi mauvais soit-il, c'est un très mauvais signe qu'on lance à la République. Alors, je partage le point de vue de Nicolas sur la question de la liberté d'expression. Mais j'aimerais que la liberté d'expression soit totale, qu'elle ne soit pas à sens unique. Parce que malheureusement, on parlait tout à l'heure du film, ça n'a rien à voir sur Jeanne d'Arc, qui a fait l'objet d'une censure. Alors j'aimerais bien que la liberté d'expression, elle soit pour tout le monde déjà. Et puis ensuite, je pense que c'est bien de faire cette précision-là. Encore une fois, je la partage. Mais la question là, c'est de savoir si le choix de cet artiste et de ce texte conviennent pour quelque chose qui devrait rassembler le pays. Oui, on a un pays qui craque, on le sent bien, on a des Français qui sont pour beaucoup exaspérés, qui en ont ras-le-bol, on voit les polémiques quasiment quotidiennes qui sortent. Franchement, moi j'ai l'impression qu'on remet 100 balles dans le nourrin, là, qu'on en rajoute, et je dirais, puisqu'on parlait tout à l'heure des stratégies d'Emmanuel Macron, je dirais que si on veut faire élire Madame Le Pen, on continue comme ça, c'est bon, c'est bien parti, et on remet 100 balles à chaque fois, et là, moi je vous prédis le score, ça sera plus de 50% l'année prochaine. C'est ça la question. Et par rapport à cela, qu'est-ce que on devrait au contraire, par les temps qui courent, chercher à réconcilier, à apaiser, à rassembler les gens. Et là, on a quelque chose qui peut le faire, qui est le sport. Le sport, on sait qu'on aime tous, on sait qu'on est tous à gueuler devant nos télés quand l'équipe de France joue, à soutenir, on va voir les matchs. Voilà, il y a une ferveur autour de ça. Et là, c'est dramatique parce que cette ferveur, elle se transforme une fois de plus en une sorte de pugilat. Voilà, c'est cela, moi, que je regrette. Il y avait peut-être d'autres choix à faire, plus rassembleur, mais pas fade. On a beaucoup d'artistes. Pourquoi ce choix-là qui, à l'évidence, allait poser problème? Et encore une fois, je redis que je partage complètement ce que vous dites sur la liberté d'expression, mais peut-être pas exprimer là de cette manière-là, officiellement, si vous voulez. Ouais. Est-ce que c'était un choix sans arrière-pensée, Mathieu Cheng? Alors, moi, je pense effectivement, comme l'a dit Serge Rouard, qu'il est temps de trouver de la concorde dans le pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Alors, j'ai mené ma petite enquête aussi, comme Nicolas. Oui. Effectivement, c'est un rappeur de talent. C'est un rappeur de talent. Le deuxième point qui est important aussi, c'est que il peut être un symbole positif également, c'est-à-dire... qu'au-delà de nos différences objectives, nous pouvons nous rassembler autour de valeurs partagées. Et il y a la valeur sportive, mais il y a aussi la valeur France. Et donc, je pense que c'est un symbole positif qui peut être porté. Et moi, j'appelle l'ensemble à la fois de nous, des commentateurs, finalement, à enjamber cette querelle entre ce chanteur et le Rassemblement national pour se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire un moment de ferveur collective qui est le foot, un drapeau,
un maillot et que je pense que nous avons la responsabilité collective de ne pas nous laisser enfermer par des débats stériles. Il y a au mois de juin un moment très fort de fraternité qu'on va pouvoir vivre après des mois extrêmement durs. Et ben laissons de côté tous ceux qui essayent d'instrumentaliser le débat. Je ne sais pas si le choix de ce rappeur a des arrière-pensées politiques. Nous allons être plus forts que tous ceux qui veulent instrumentaliser, de quel côté que ce soit, ce très beau moment qui va nous attendre dans les semaines qui viennent. Éric Revel. Écoutez, moi je vais utiliser ma liberté d'expression. Après tout, puisque c'est la sienne de dire ce qu'il a envie de dire, moi je vais utiliser la mienne. À deux niveaux, je vais me permettre de répondre à Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, qui a dit l'hymne des Bleus, l'hymne des Bleus. Vous voulez qu'on l'écoute ? On a le son, écoutez. Oui, allez-y, est en accord avec on va écouter. C'est un choix naturel. Le sport, et plus particulièrement la Fédération française de football, se met aujourd'hui en scène avec Youssoupha qui chante cette chanson qui est tout à fait en accord avec ses valeurs et avec nos valeurs, qui sont celles de lutter contre le racisme et de promouvoir aujourd'hui la diversité. Il le fait dans ses chansons et particulièrement dans cette chanson qui est destinée à l'Euro, il promeut le drapeau de l'équipe de France, le maillot, comme encore une fois le trait d'union entre tous ces joueurs qui représentent la France et qui vont représenter avec succès, j'en suis sûr, la France dans le prochain Euro. Alors Éric. Moi je trouve ça très embêtant ce que dit la ministre des Sports, parce que si on prend Youssoupha pour lutter contre le racisme, on ne met pas en avant alors ses qualités de rappeur, on met le fait qu'il est noir. Et qu'en tant que chanteur noir, il lutterait contre le racisme ambiant dans le pays. Je trouve que ce n'est pas du tout un bon argument. C'est même un argument un peu limite. Bien. Mais sur la liberté d'expression, pardonnez-moi, moi je suis un vieux réactionnaire gaulois réfractaire ringard, sans doute. À 60 ans, le rap, ça ne me parle pas beaucoup. Bon. Et je ne ferai jamais d'efforts, malheureusement, pour m'intéresser au rap. Bon. C'est comme ça. Moi, les chansons subversives de Georges Brassens m'intéressaient, mais c'était écrit différemment. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand j'écoute la chanson de M. Youssoupha, que je ne connais pas, quand je regarde le clip de M. Youssoupha, que je connais maintenant, que j'ai regardé, eh bien, je vais vous dire, ça ne me parle pas. C'est ma liberté d'expression, j'ai le droit de le dire. Ça ne me parle pas. C'est pas un hymne. La chanson est insipide. Le clip est moche. Bon, j'ai le droit de dire que c'est moche. Ouais. Eh bien, c'est moche. Je vous dis, c'est moche. Maintenant, parfois, parfois, on m'a expliqué en voyant un tableau d'art moderne que décidément, j'étais indécrottable. Alors, j'ai fait l'effort de lire, de regarder, de m'imprégner, d'essayer de comprendre, vous voyez, à mon modeste niveau. Et parfois, j'y suis arrivé. Bon, là, j'ai écouté le clip plusieurs fois, j'ai écouté les paroles de la chanson plusieurs fois. Eh bien, je vous redis, le clip, il est moche. Et la chanson est insipide. Je ne vois pas en quoi c'est un hymne pour les Bleus. Je ne vois pas en quoi on défend l'antiracisme. C'est un acte contre le racisme. Enfin, je ne vois pas. Je ne vois pas. C'est ma liberté d'expression de le dire. Oui, non, mais tout à fait. On y revient dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour le 10h midi. On a évoqué donc la chanson l'hymne des Bleus qui fait polémique avec le chanteur Youssoupha, qui est, juste un mot quand même, est censé rassembler. Et quand on parle de diversité, la diversité c'est tout le monde, c'est les blancs, les noirs, les asiatiques. Enfin c'est tout le monde la diversité. On a l'impression aujourd'hui que la diversité ça ne parle que d'une catégorie de la population. Nicolas Coratos, que c'est au-delà de la liberté d'expression quand on parle du choix de Youssoupha. Oui, mais moi je voulais revenir quand même sur la liberté d'expression parce que la critique de M. Bardella porte sur ce schéma-là et sur ce sujet. Je rejoins tout à fait les idées qu'il faut trouver des choses consensuelles. Après, strictement entre nous, ça a toujours été un peu débile les hymnes des Bleus depuis des générations. Je veux dire, Johnny, c'était bien, Johnny. C'était débile, c'était tout aussi débile. C'était pas terrible, Valérie non plus. Hein. Non, je rigole, voilà. C'était ironique, c'était pour faire réagir. Pardon Valérie, oui. Donc voilà, franchement. On avait mordu Valérie, désolé. C'est pas des grands moments de culture, c'est pas des grands. D'ailleurs, non, mais là c'est au-delà. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui ne rassemble pas. Quand on voit les réactions de certains de nos auditeurs, ça ne rassemble pas. C'est pris comme une forme de provocation. C'est pas quelqu'un. Le rap ne rassemble pas et lui ne rassemble pas. Mais sur ce point-là, vous savez, Valérie, il y avait un truc. Moi, je pense que c'est pas un bon choix. Enfin, voilà, à titre personnel, mais moi sur le rap, je reviens sur un truc parce que je suis pas du tout un fan de rap. Je trouve ça très intéressant. Je trouve que c'est un phénomène très intéressant et qui peut
pour le coup, rassemble les jeunes. Et les jeunes dans leur diversité, pour le coup. Mais enfin, il n'y a pas que les jeunes qui regardent le foot. Non, mais bien sûr, mais il y a un moment, on pourrait penser aux jeunes aussi dans ce pays un peu âgé. Vous voyez, je pense que c'est important aussi de penser à la jeunesse, de penser à eux. Et c'est une forme d'expression qui les relie à moi. Et je pense qu'il y a de jeunes rappeurs qui auraient bien mérité bien plus que Youssoupha, que ces jeunes ne connaissent pas majoritairement, qui auraient peut-être mérité d'être mis en avant. Voilà. Parce que là, encore une fois, je peux vous dire que Youssoupha, que je ne connaissais pas comme vous, j'ai moi aussi cherché, regardé, et puis là, tout le monde va se mettre à regarder ses chansons. Il y a notre camarade Matteo Ghisalberti qui tweetait ce matin, quand Youssoupha chantait « À force de subir l'occupation de ces territoires, la Palestine est meurtrie et je nique tous les colons de l'histoire. » En termes d'apaisement, de rassemblement, on ne peut pas dire que ce soit top. Donc, il va y avoir la polémique va continuer au-delà du Rassemblement national, Mathieu Cheng. Oui, moi je trouve que c'est une superbe opportunité pour remettre du goût du jour le seul hymne qui vaille, qui est l'hymne national. On a un hymne qui aujourd'hui doit être connu par tous les Français, qui d'ailleurs est majoritairement apprécié, très majoritairement apprécié par nos compatriotes. Ça s'appelle la Marseillaise. Moi, je ne sais pas pourquoi on doit rajouter des hymnes pour 7 euros ou pour des Coupes du Monde. Redonnons le goût de chanter la Marseillaise, qui est une chanson qui doit tous nous unir au-delà des générations, au-delà des goûts culturels. Bon, allez, il nous reste peu de temps, mais je voudrais quand même qu'on parle de la colère des policiers qui ne retombent pas. Ce matin, Frédéric Pechnard, l'ancien directeur général de la police, était l'invité de Sud Radio. Pour lui, c'est pas le problème n'est pas la justice. Il ne faut pas opposer les deux. On l'a déjà évoqué hier, mais tout de même, on sent que, et ce qu'il disait ce matin, c'est que cette mobilisation de tous les syndicats, de tous les policiers rassemblés, de tous ces policiers, pas tous les policiers, tous ces policiers rassemblés dans la rue, est quand même quelque chose qui doit alerter, et on ne sait pas très bien où se situe le président de la République sur ce sujet. Mathieu Cheng, c'est un sujet évidemment, l'insécurité, la perte d'autorité qui est très fort. Alors là, ce qui est très intéressant, c'est que depuis quelques mois, c'est la justice qui cristallise l'incompréhension et la colère des Français. Un baromètre d'un de nos confrères de Elab, dans ce baromètre, 80% des Français jugent que la justice est laxiste. Ça transcende tous les clivages, les zones géographiques. Et donc là, je pense qu'on est à la limite du en même temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir du côté de l'intérieur un Gérald Darmanin qui d'ailleurs reprend quelques points dans notre baromètre BVA. Donc, les Français sont conscients ou ont le sentiment que Gérald Darmanin est du côté de l'ordre. Et puis, de l'autre côté, un Dupond-Moretti qui, finalement, ne semble aller du côté de la défense des opprimés et des faibles, mais pas ce qu'on croit, c'est-à-dire des opprimés et des faibles, qui seraient, c'est-à-dire ceux qui enfreignent la loi. Et donc, ce qui est extrêmement intéressant ici, c'est que le seul qui peut trancher aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron. Oui. Aujourd'hui, il a refusé de trancher, c'est-à-dire en mettant du côté de Dupond-Moretti, en essayant de calmer son aile gauche, et puis du côté de Gérald Darmanin, son aile droite. Ça ne peut mener qu'à une impasse, à une impasse dans les faits. Aujourd'hui, ce que les Français attendent de façon extrêmement majoritaire, c'est que les lois soient exécutées, que les peines soient exécutées. Et je ne suis pas sûr, rapidement, et on le sait aujourd'hui, les peines d'emprisonnement de 1 an ne sont pas exécutées. Pour ça, il faut au-delà qu'il y ait un consensus de la population française pour mettre de l'argent sur la justice, pour construire des prisons. Ça fait 20 ans qu'on en parle. Emmanuel Macron avait décidé de construire 7000 prisons. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce que ça peut être l'occasion pour les présidentielles de 2022 de dire est-ce qu'on met le paquet, même financièrement, pour la justice en France ? Mais la réponse d'Emmanuel Macron ce matin, enfin moi les bras m'en tombent quand même, c'est de créer un statut de mort pour le service de la République. Donc c'est quand même pour les gens que les hommages, c'est un hommage aux agents du service public décédés dans des circonstances exceptionnelles en leur dédiant un statut qui pourrait s'inscrire dans la loi. Voilà la réponse, voilà ce que dit Emmanuel Macron ce matin au lendemain d'une mobilisation quand même assez unique des policiers qui sont descendus dans la rue. Serge Groix. Oui, je me suis fait la même réflexion en entendant ce propos d'Emmanuel Macron. C'est encore un machin. Qui montre pour moi que le président de la République ne comprend pas ce qui se passe.
Et il ne comprend pas parce qu'il n'en a pas peut-être les ressorts, les fondamentaux, les bases. Moi, j'ai repris son programme candidat 2017. Il y a, sauf erreur de ma part, en tout et pour tout, 6 propositions sur les questions de sécurité et de justice, dont une, effectivement, comme il a été dit à l'instant, de créer des places de prison. C'était même 15 000 places de prison et dont on n'a pratiquement rien vu venir. Pour le reste, c'était des propositions très, très fades et je me souviens même plus de l'exact, de la précision sur les 5 autres. Vous voyez, c'est pour dire. Donc, ça veut dire qu'il y a un décalage complet, il y a une incompréhension de l'ampleur du problème qui nous est posé. Et donc, tant qu'il n'y a pas une vision politique, une volonté politique que je qualifierais de féroce, en affichant des choses fortes. Et moi, je pense que la chose forte, c'est de restaurer l'autorité. Tant qu'il n'y a pas derrière une déclinaison en termes de stratégie, on a souvent parlé impunité zéro, tolérance zéro, et moi j'ajoute immigration irrégulière zéro. Tant qu'il n'y a pas derrière la question des moyens qui est posée avec des réponses concrètes, parce que sinon on joue de la flûte. On est bien d'accord. Je donne juste un chiffre. C'est que dans les années 60, on dépensait à peu près un peu plus de 6% du PIB pour les fonctions régaliennes de l'État. Aujourd'hui, on est à 2,5%. Voilà, vous avez, c'est pas la peine de, vous voyez, c'est simple, c'est clair. Donc, tant qu'on ne mettra pas l'effort financier, mais également la reconstitution de nos capacités de décider, notamment en matière de droit. J'ai souvent l'occasion de dire que nous n'avons pas la capacité de décider réellement parce que nous sommes prisonniers d'un corpus juridique qui nous vient notamment pour partie de l'extérieur, de l'Union européenne, au travers du traité de Lisbonne, et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Tant que nous ne retrouverons pas notre capacité de décider, on fera des lois comme on vient de le voir encore là très récemment, dont une partie sera censurée, à juste titre ou pas par le Conseil constitutionnel, le fameux article 24 devenu 52. Et puis derrière, il faut aller même au-delà. C'est toute une politique en termes de gouvernance, d'organisation opérationnelle de nos forces de sécurité, de réponse sur des sujets qui ne sont jamais posés. La pénitentiaire. La pénitentiaire, elle est dans le désarroi le plus total. Oui, non, mais il y a la question des places de prison qui se pose, mais pas seulement. Non, alors, il y a la question du statut de la pénitentiaire, il y a la question du rehaussement des statuts des gens qui y travaillent, de la modernisation de nos prisons. Il y a la question, j'avais déjà eu l'occasion d'en parler, de la prévention, la politique de prévention pour une... Voilà, il y a l'ensemble. Tant qu'il n'y aura pas cet ensemble-là, on jouera de la flûte, on se lamentera à tous les drames que la France va continuer de connaître. Il ne se passera rien, les Français seront de plus en plus exaspérés. Voilà, ce que l'on vit. Nicolas Corato, il nous reste à peine un peu plus d'une minute, Nicolas. Bon, oui, plusieurs choses. D'abord, ce sujet, n'est pas nouveau. L'accusation de laxisme de la justice, ça fait des décennies qu'il existe. Je ne dis pas qu'il ne s'exacerbe pas aujourd'hui, mais ça fait. Je me souviens pas, mais la manifestation des policiers devant les fenêtres de Robert Badinter en 1983, qu'il traitait d'assassin. C'est pas la première fois qu'on voit des policiers mettre en cause le système judiciaire. Avec la même intensité. Non, pardon Mathieu, mais reprenez les données des années 80 sur les accusations de laxisme dans la justice, notamment quand la gauche était au pouvoir, je vous assure, c'est très intéressant et ça devrait d'ailleurs faire l'objet d'une étude. Deuxièmement, toutes les études disent que la France a l'un des systèmes pénals les plus répressifs de l'Union européenne. C'est intéressant. C'est pas des études de gauchistes ou d'islamo-gauchistes, c'est des études de gens qui ont étudié et qui comparent les systèmes juridiques et qui disent que la France a un arsenal répressif parmi les plus outillés de l'Union européenne. Troisièmement, je rejoins Monsieur le maire, la France dépense 69 € par habitant pour sa justice contre 130 pour l'Allemagne et 75 € en moyenne pour l'Union européenne. Deuxième chiffre, en France, il y a 3 procureurs pour 100 000 habitants. Il y en a 5 en moyenne dans tous les autres pays de l'Union européenne. La France a sous-investi sur la justice. C'est une question de moyens. Et je terminerai sur un point, moi, qui me semble important, c'est effectivement le lien qu'il faut créer entre les policiers et les magistrats. Ces deux corps ne se parlent pas, ne travaillent pas suffisamment ensemble, ne s'engagent pas suffisamment ensemble, alors que finalement, ils ont la même fonction, en tout cas pour ce qui est du système pénal. Et je pense, par exemple, qu'on devrait travailler sur des formations, sur plus de formations communes entre les policiers et les magistrats,
tant en formation initiale qu'en formation continue. Ces corps s'ignorent. Ce sont des corps qui travaillent souvent trop, de manière parallèle. Il y a des choses à faire, mais il faut mettre les moyens. On ne peut pas nous dire, et vous aviez raison, monsieur le maire, on sous-investit sur les budgets régaliens et on peut répondre à la demande de plus de sécurité et de justice de nos concitoyens. Bon. Il y a un moment où il va falloir faire des choix. Désolé Eric Revel, voilà, vous reviendrez, j'espère, vous n'êtes pas fâché. Je vous conseille en tout cas la lecture de l'interview de deux femmes procureurs dans le Parisien aujourd'hui, qui rentrent un petit peu dans le détail justement de leur travail et des relations avec la police et de l'ineptie que c'est d'opposer ces deux corps. Voilà, merci à tous les quatre. On se retrouve lundi. Très bon week-end. Sud Radio.